ce premier épisode des 5 idées reçues. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, quel sujet allons-nous regarder aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du conseiller référent indemnisation et je vais pouvoir vous en parler car je suis issu d'une des 3 agences bretonnes qui a réalisé cette expérimentation et qui a vocation à se généraliser sur l'ensemble du territoire. Dis-moi Olivier, les conseillers se posent la question de la taille des portefeuilles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, seul principe, la direction régionale et la direction générale établissaient un nombre de 500 demandeurs d'emploi par portefeuille. Aujourd'hui, on voit que la réalité est plus proche des 800 à 1000 demandeurs d'emploi. Ah oui, donc on a doublé l'effectif prévu au départ. Pratiquement, et encore, on a aussi un phénomène, c'est que dans ces agences, on se retrouve avec des demandeurs d'emploi qui sont sans cri parce qu'on ne peut pas les affecter, ou alors qui ne sont pas encore affectés. Et s'ils l'étaient, finalement, on se retrouverait avec des portefeuilles dont la taille exploserait. Nouvelle question. Les conseillers s'interrogent sur l'arrêt de l'accueil indemnisation dans les agences. Qu'en est-il pour les agences conseillers référents indemnisation? Il faut être clair, dans les agences qui ont fait l'expérimentation et la mienne en particulier, l'accueil indemnisation a disparu. A disparu par le principe de la personnalisation. Quand un demandeur d'emploi se présente en agence et qu'il a besoin d'avoir des renseignements sur son dossier d'allocation, on va lui remettre directement l'adresse mail de son conseiller et lui demander de le contacter directement. D'accord. Et au niveau de l'accueil téléphonique, celui-ci a été rebasculé sur la partie indemnisation dans les agences? Alors, ça a été pour toutes les agences. C'est-à-dire que quand un demandeur d'emploi téléphone directement au 3949 pour avoir des conseillers indemnisation, il va avoir contact avec un des conseillers de son agence. C'est un peu le principe. Individualisation et possibilité de contacter directement son conseiller par mail, plus le téléphone en agence, c'est ce qui a justifié la disparition de l'accueil indemnisation. Autre question. La direction régionale nous indique qu'il y a une baisse de charge sur la partie indemnisation. Qu'en est-il en réalité? Alors, dans les agences qui ont expérimenté le conseiller référent indemnisation, la charge, elle n'a pas baissé, elle s'est transformée et surtout, je pense, ce qu'il est bon de comprendre, c'est qu'elle s'est individualisée. Finalement, on a tous de plus en plus d'alertes à traiter sur les portefeuilles indemnisation et surtout des mails.net à traiter en nombre parce que les demandeurs d'emploi ont directement l'adresse mail de leur conseiller référent indemnisation et peuvent le contacter à tout moment. Donc, vous traitez vos dossiers, vous traitez les attentes communes de l'agence, vous traitez les alertes et en plus vous traitez un nombre de mails.net finalement en constante augmentation. Nouvelle question, et des plus importantes. Le conseiller référent indemnisation doit se généraliser. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les effectifs nécessaires pour mettre cela en place? Je pense pas. On voit bien que dans les agences qui ont expérimenté, les effectifs étaient tout juste suffisants. Et le moindre grain de sable, c'est ça qu'il faut comprendre, enraye tout de suite la machine. Déjà pendant les périodes de congé, et dès qu'il y a une absence ou un arrêt, ça devient vite ingérable. Et comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Alors, pour pallier, il n'y a pas 3 solutions. Il y a une première, augmenter les effectifs indemnisation. Et surtout, il faut imaginer que depuis la trajectoire GDD, la direction s'est privée d'une ressource importante qui était les conseillers dits bicompétents qui pouvaient absorber une partie du travail. Aujourd'hui, les conseillers indemnisation, ils se retrouvent seuls à absorber toute la charge. Dernière question, Olivier. Qu'en est-il de la synergie dans les agences depuis cette expérimentation? Alors, c'est un peu le principal phénomène qu'on détecte, c'est depuis cette organisation. On a des conseillers GDD qui, par exemple, ne font plus partie de l'équipe d'accueil. On a parlé de la disparition de l'ARCI. Donc, ils ont de moins en moins contact avec les conseillers placement. Ils n'en avaient pas beaucoup avec les conseillers entreprises. Et ils souffrent d'une certaine forme d'isolement et ils se plaignent de cette situation. Donc, ils ont le ressenti d'être chacun dans son coin? C'est un peu ce qui se passe dans certaines agences. Chacun sa réunion, chacun son expertise, chacun sa localisation, peu de contacts les uns les autres. Et finalement, des agences qui tournent sur 3 ou 4 mondes différents. Et est-ce qu'au niveau de leurs tâches, ils ont une impression de tâches chronophages? Une certaine forme de lassitude. Quand vous êtes amené à traiter toute la journée devant un ordinateur des listes et des listes et des listes d'attente, avec des outils qui sont peu ou mal adaptés, au final, votre ressenti sur votre travail commence à se dégrader. Et on voit bien d'ailleurs que la qualité de vie au travail s'en ressent.
Et nous, à la CFDT, de quelle façon on peut accompagner au mieux la mise en place de cette nouvelle organisation? Je pense qu'il va falloir être vigilant sur 3 points. Être vigilant sur les risques psychosociaux, on a parlé d'isolement, on a parlé de monotache, on a parlé de lassitude, et il va falloir être au plus près des conseillers GDD. Une deuxième chose, c'est qu'il va falloir toujours se battre pour garder, voire améliorer notre qualité de vie au travail. Être conseiller à Pôle emploi, peu importe son secteur d'activité, c'est être en contact avec les demandeurs d'emploi, c'est être en synergie avec l'ensemble de ses collègues, et c'est aussi avoir des tâches variées qui favorisent une meilleure situation de travail. La dernière chose, je pense, sur laquelle la CFDT continuera à se battre, c'est sur le fait qu'elle sera toujours en négociation dans un principe de bon sens avec l'employeur, car une bonne idée, c'est d'abord une idée qui se passe bien et qui se met en place sur le terrain avant d'être un effet simplement de communication envers l'extérieur. En tout cas, merci Olivier d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci de m'avoir permis d'échanger sur ce sujet qui sera un sujet d'importance dans les mois à venir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de 5 idées reçues avec la CFDT.